sur Symbiose, la chronique qui parle d'agriculture, d'environnement, de territoire, de nature, bref, tout ce qui moi m'intéresse et qui peut vous intéresser. Alors, la dernière fois, on avait abordé la question du développement durable, donc dans une deuxième vidéo, et on avait parlé de ce qui s'était passé après le sommet de Rio de 92. Donc on avait parlé du protocole de Kyoto et du sommet de la Terre de 2002 à Johannesburg. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de conclure sur ce sujet du développement durable et de voir ce qui s'est passé dans les dernières dates. Donc on va reprendre notre périple en 2005, date à laquelle est entré en vigueur le protocole de Kyoto. Alors, comme je le disais, en 2005, il y a l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Et en 2009, à Copenhague, va être l'occasion de faire un premier bilan, 4 ans après cette mise en place, pour voir s'il y a des modifications à faire sur le protocole de Kyoto, est-ce que ça fonctionne vraiment, etc. Le premier point, c'est que l'objectif mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2050 qui avait été mis en place est purement et simplement supprimé. Mais chaque État doit fournir d'ici 2015 une estimation de ce qu'il a prévu de réduire d'ici 2050. Donc ça revient grosso modo à brasser du vent, parce que chacun peut dire ce qu'il veut, et c'est le fruit d'une énorme pression des États-Unis, de la Chine et de la Russie qui voulaient surtout pas un accord contraignant. Les États-Unis ont fini par signer, mais ils ont signé uniquement parce qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Il y avait également un deuxième point qui était vachement intéressant, c'était la création d'un organe international indépendant qui permettait de surveiller les États et ce qu'ils mettaient vraiment en place, pour éventuellement les sanctionner. Alors ça, c'est pareil, c'est abandonner des discussions. Et bien évidemment, cette absence d'organe international, ça va entraîner une chose très simple. Tous les objectifs fixés sont bien en dessous des objectifs préconisés par le GIEC. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'étude du climat qui fixait justement ces 50%. Le plus grave dans tout ça, c'est que tout a été revu à la baisse parce que les accords ont été négociés entre uniquement 20 pays. Il y avait 193 pays présents au sommet de la Terre. Les accords ont été négociés entre les 20 plus puissants, bien évidemment, et tous les autres, finalement, ils sont arrivés à la fin pour jeter un petit coup d'œil et dire « Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais de toute façon, on le signe quand même, et voilà, on n'a pas notre mot à dire. » Alors cette démarche du « on en fait le moins possible » va continuer. En 2010, à Cancun, il y a également un autre rassemblement mondial qui vise à trouver des solutions, fixer des objectifs pour lutter contre les changements climatiques. Mais grosso modo, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Le seul objectif majoritaire, c'est ne pas revoir à la baisse. Donc voilà, c'est un peu léger. Un des derniers rassemblements, c'est le Rio + 20 qui s'est tenu en 2012. Et la grande question, c'est où en est-on après 20 ans de politique environnementale? Donc ça s'appuie sur un rapport du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'appelle GEO5, qui est publié en juin 2012 et qui va servir de base justement à ce second sommet de Rio. Et le bilan, il est juste alarmant. Le monde ne se dirige absolument pas vers un développement durable, malgré les 500 objectifs qui ont été fixés au travers du sommet de Rio et au travers des différents protocoles. Alors, ceux qui écrivent le rapport analysent les 98 principaux objectifs, et leur bilan, c'est que 40 ont vu une amélioration, notamment l'extension des zones protégées, la réduction de la déforestation, etc. 24 grands objectifs n'ont pas du tout évolué, les changements climatiques, la protection des réserves halieutiques, donc réserves de vie aquatique, la lutte contre la désertification et la sécheresse, etc. 8 ont connu une dégradation, notamment la protection des récifs coralliens ou la qualité des eaux souterraines, et 14 n'ont même pas pu être évalués faute de données. Donc là, il y a quand même un gros problème, c'est-à-dire que 14 des 98 objectifs vraiment essentiels du développement durable et de la politique environnementale ne peuvent même pas être mesurés parce que il n'y a rien qui est fait pour les mesurer, quoi. Et donc il y a une déclaration de Achim Steiner, directeur du PNUE et sous-secrétaire général de l'ONU. Si cette situation perdure, si les structures actuelles de production et de consommation des ressources naturelles continuent à prévaloir et que rien n'est fait pour inverser la tendance, les gouvernements devront assumer la responsabilité d'un niveau de dégradation et de répercussion sans précédent. Donc on va pas se le cacher, ce rapport met pas une ambiance de folie au deuxième sommet de Rio, les objectifs sont un peu tout pourris, mais ils appuient quand même sur le fait que tout ne va pas mal non plus et tout n'est pas mauvais. Le premier point, c'est qu'on peut arriver à répondre aux objectifs qui ont été fixés d'ici 2050, mais pour ça, il va falloir renforcer
très très rapidement les politiques et les stratégies qui ont déjà été mises en œuvre et il va falloir en faire de nouvelles. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément d'initiatives politiques qui ont été mises en place et qui fonctionnent. Il faut vraiment s'en inspirer en termes d'investissement public, de commerce durable, d'ouverture de nouveaux marchés, des énergies renouvelables, etc. D'aide à l'innovation technologique. Donc le troisième point, c'est que les traités, les accords internationaux qui ont pris le temps de chiffrer les objectifs et de donner des méthodes pour mesurer justement l'efficacité, eh ben ça fonctionne nickel, ça change vraiment les choses. Et du coup, ils appuient sur le fait qu'il faut absolument intégrer le chiffrage dans les prochains accords et rendre mesurables les objectifs pour que ce soit vraiment efficace. Mais finalement, qu'est-ce qui ressort de ce Rio+20 ? Eh bien, il ressort un rapport, l'avenir que nous voulons, avec 17 nouveaux grands objectifs qui sont une réactualisation finalement des objectifs initiaux, mais qui sont un peu plus précis avec des sous-objectifs qui vont permettre d'y répondre. Et donc, toutes ces grandes mesures, ces grandes orientations, ça suit 3 grandes thématiques. Donc la première grande thématique, c'est la réalisation d'une économie verte, qu'ils définissent comme contribuer à l'élimination de la pauvreté et à la croissance économique durable, améliorer l'intégration sociale et le bien-être de l'humanité, et créer des possibilités d'emploi et de travail décents pour tous, tout en préservant le bon fonctionnement des écosystèmes de la planète. La deuxième grande thématique, c'est la formulation de grands objectifs du développement durable devant être concret, concis et facile à comprendre, en nombre limité, ambitieux, d'envergure mondiale et susceptible d'être appliqué dans tous les pays compte tenu des réalités, des ressources et du niveau de développement respectif de ceux-ci, ainsi que des politiques et des priorités nationales. Donc voilà, le grand objectif, c'est d'arriver à avoir une politique mondiale qui puisse être appliquée et adaptable dans tous les pays. Donc le troisième, c'est le renforcement de la gouvernance environnementale mondiale par un budget plus conséquent pour le PNUE et le CDD. Alors, comme vous le savez très certainement, le dernier grand rassemblement en date, c'est en 2015 avec les accords de Paris. Donc ces accords entre 97 pays fixent comme grand objectif de limiter à 1,5 degré l'augmentation maximum de la température d'ici 2050. Cet accord de Paris, c'est pareil, il est assez mal reçu par la population, pourtant il propose des choses intéressantes. Premier point qui est remis en cause par les gens, c'est que l'accord est incitatif et il n'est pas punitif. L'objectif, c'est pas que ce soit contraignant et que personne ait envie de signer, comme ça a été le cas de Kyoto avec les États-Unis qui ne voulaient pas signer et qui, au final, ont réussi à retourner la chose de telle manière que c'était pas du tout contraignant pour eux. L'objectif, c'est vraiment que les pays viennent de leur bonne volonté et proposent des choses pour finalement initier le changement. Et donc, ce côté contraignant, finalement, il passe d'une autre manière. Tous les 5 ans, il y aura une COP, donc la COP 22, la COP 23, etc. Et tous les 5 ans, les pays qui auront signé cet accord devront prouver leur bonne volonté. Ils devront montrer les objectifs qu'ils ont mis en place, comment ils ont fait pour y répondre, donc vraiment les aménagements, les décisions politiques qu'ils ont vraiment mis en place, et ce qu'ils ont prévu de faire pour les 5 prochaines années. Et donc ça, c'est quand même vachement intéressant, parce que c'est pas punitif, mais c'est profondément incitatif. Et les gouvernements, s'ils veulent continuer à participer, ils doivent vraiment prouver leur bonne volonté. Et donc un autre point vraiment important, c'est que ça ouvre la porte aux citoyens et aux ONG pour dénoncer les États s'ils considèrent qu'ils ne font pas de mesures politiques et de mesures d'aménagement en faveur de la protection de l'environnement. Alors finalement, même si moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ces accords de Paris, la plupart des gens et des ONG perdent définitivement foi en les politiques environnementales. Pour eux, c'est pas contraignant, les États font finalement un peu ce qu'ils veulent. Également, ça sert juste à verdir l'image des entreprises. J'ai eu des discussions intéressantes sur d'autres médias, justement, par rapport à la première vidéo, avec des gens qui disent que le développement durable, c'est uniquement un terme employé par les entreprises pour dire « Regardez, on continue à faire la même chose, mais on vous dit que c'est en faveur de l'environnement ». Cette image, elle reste, et maintenant, elle est presque aussi, voire plus ancrée que l'image originelle du développement durable. Mais malgré tout, faut quand même pas oublier que à partir de 92, il y a des choses qui sont faites, il y a des ministères qui ont été mis en place, etc. L'environnement, il commence à être pris en compte au niveau international, et aujourd'hui, on peut pas imaginer un gouvernement qui se fiche complètement de l'environnement et qui fait l'exact inverse. Sinon, il y a des levées de boucliers, et ça, c'est normal. Donc, les gens ont intégré les notions du développement durable. Ils veulent pas utiliser le terme, ce que je peux comprendre, mais la protection de l'environnement, le développement social, la cohésion sociale, etc., c'est quand même
aujourd'hui en grande partie rentrés dans les mœurs. Et il y a également des points qui servent dans notre quotidien qui datent de 92. Les agendas 21, c'est un outil formidable d'aménagement et de développement des territoires qui concilie l'économie, le social et l'environnement. Et donc ça sert pour les communes, pour les communautés de communes, ça sert également dans les lycées, dans les universités, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un outil citoyen. Et j'aurai l'occasion de l'aborder plus tard dans d'autres vidéos, mais ce développement durable et cette prise en compte de l'environnement et du social, finalement, c'est rentré un petit peu en filigrane dans toutes les décisions d'aménagement et d'urbanisme. Voilà. En ouverture, je voudrais terminer sur un nouveau pilier qui est défendu notamment par l'UNESCO, le pilier de la culture. En effet, ils aimeraient qu'aux côtés du social, de l'environnement, de l'économie, il y ait un quatrième pilier, la culture, enfin un cinquième parce qu'évidemment il y a la gouvernance citoyenne, comme je l'ai présenté la dernière fois, mais voilà, d'avoir un nouveau pilier, la culture. En effet, selon l'UNESCO, la culture joue un rôle central dans les décisions et dans la construction des populations et des civilisations. Et ça, c'est vrai que je trouve ça vachement intéressant comme idée de défendre la culture, de défendre la diversité culturelle aussi, parce que ça fait partie du développement durable. Et bien voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans cette troisième et dernière vidéo sur le développement durable. J'espère que vous aurez appris des choses tout au long de notre périple et que vous aurez passé un bon moment. Alors si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite également à la partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, auprès de vos proches, de vos amis, etc. C'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne et de faire connaître le développement durable. L'espace des commentaires juste en dessous est là si vous avez des remarques sur le fond ou la forme de la vidéo. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez également débattre du sujet, voilà, ça peut être intéressant d'avoir aussi vos retours un petit peu sur ce grand sujet qu'est le développement durable. Donc pour les prochaines vidéos, j'ai déjà pas mal de sujets, mais si vous en avez, vous pouvez tout à fait les mettre soit dans les commentaires, soit m'envoyer un petit mail à l'adresse juste en dessous là. Et comme ça, j'en parlerai dans de prochaines vidéos. Voilà. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, cultivez-vous, intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous, et à la prochaine. Salut tout le monde.